Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Fashion Décodeur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on continue notre série consacrée aux grandes figures qui ont marqué l'histoire de la mode. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de Coco Chanel, une femme qui a complètement bouleversé les codes vestimentaires du début du XXe siècle. Elle a libéré les femmes des corsets, privilégié le confort et imaginé une nouvelle vision de l'élégance. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir un créateur qui, quelques décennies plus tard, va proposer une vision totalement différente de la féminité. Son nom est connu dans le monde entier. Quand on entend Dior, on pense immédiatement au luxe, aux robes de haute couture, aux défilés, aux sacs iconiques, aux parfums comme Miss Dior ou J'adore, et à cette image d'élégance à la française. Aujourd'hui, la maison Dior est l'une des plus prestigieuses de l'industrie du luxe. Mais avant d'être une marque mondialement connue, Dior était avant tout un homme discret, timide, très sensible, un passionné d'art qui ne pensait même pas devenir couturier. Et pourtant, il allait changer l'histoire de la mode en seulement 10 ans de carrière à 42 ans. Christian Dior, né le 21 janvier 1905 à Granville, une petite ville située en Normandie, face à la Manche. À cette époque, la France est en pleine belle époque. C'est une période marquée par le développement industriel, les progrès scientifiques et un véritable renouveau artistique. Paris est déjà considéré comme l'une des capitales culturelles du monde. Christian grandit dans une famille très aisée. Son père, Maurice Dior, dirige une entreprise spécialisée dans les engrais chimiques. Grâce à cette activité, la famille mène une vie confortable. Ils habitent dans une magnifique villa entourée d'un immense jardin avec une vue sur la mer. Cette maison aura une influence immense sur le futur créateur. Sa mère, Madeleine Dior, adore les fleurs. Elle passe des heures à entretenir les rosiers, les iris, les pivoines, les glycines et les muguets qui envahissent le jardin. Christian l'accompagne souvent. Sans vraiment s'en rendre compte, il développe déjà un regard particulier sur les couleurs, les formes et les volumes. Des années plus tard, il expliquera que son amour des fleurs a influencé presque toutes ses collections. Il dira même une phrase devenue célèbre: « Après les femmes, les fleurs sont les plus divines créations ». Cette fascination ne le quittera jamais. Si vous observez les robes Dior, vous remarquez que beaucoup ressemblent à des fleurs. Les jupes s'ouvrent comme des corolles, les tailles sont fines comme des tiges, les tissus s'empressent reproduire le mouvement des pétales. Cette inspiration est directement liée aux souvenirs de son enfance. Pourtant, Dior n'est pas un enfant comme les autres, il est réservé, il préfère dessiner plutôt que jouer, il aime visiter les musées, il s'intéresse à l'architecture, à la décoration et à la peinture. Son univers est davantage artistique que sportif. Mais son père voit les choses autrement. Pour lui, la mode n'est pas un métier sérieux. Il rêve que son fils fasse des études de sciences politiques et devienne diplomate. Christian accepte d'abord de suivre cette voie, il s'inscrit à l'école libre des sciences politiques à Paris, mais il comprend rapidement que cette carrière ne lui correspond pas. Ce qui le passionne réellement, ce sont les artistes qu'il rencontre dans la capitale. Dans les années 1920, Paris est le centre du monde artistique. Les peintres, les écrivains, les musiciens et les intellectuels s'y retrouvent. Les mouvements comme le cubisme, le surréalisme ou l'art déco sont en plein essor. Christian Dior fréquente ces milieux avec enthousiasme. Grâce au soutien financier de son père, il ouvre en 1928 une galerie d'art avec son ami Jacques Bonjean. Pour un jeune homme d'une vingtaine d'années, c'est un projet extrêmement ambitieux. La galerie expose des œuvres d'artistes déjà célèbres ou en passe de le devenir. On peut y admirer des tableaux de Pablo Picasso, Georges Braque, Raoul Dufy, Salvador Dali ou encore Jean Cocteau. À cette époque, Christian Dior n'imagine toujours pas devenir couturier. Son rêve est de vivre entouré d'art, mais la vie va en décider autrement. En 1929, la crise économique mondiale éclate. Les collectionneurs achètent moins d'œuvres, la galerie connaît de graves difficultés financières. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs drames frappent la famille Dior presque en même temps. Sa mère décède brutalement, son frère est hospitalisé pour des problèmes de santé mentale, l'entreprise familiale rencontre d'importantes difficultés financières, son père perd une grande partie de sa fortune. En quelques années, Christian Dior passe d'une vie très confortable à une situation beaucoup plus précaire. Il est contraint de fermer sa galerie. Pour gagner sa vie, il commence à vendre des dessins de mode. À l'époque, les maisons de couture achètent régulièrement des croquis auprès des jeunes illustrateurs. Christian dessine des robes, des manteaux, des chapeaux et des accessoires. Chaque dessin est vendu quelques francs. Ce travail lui permet tout juste de vivre. Mais il révèle aussi un talent exceptionnel. Ses croquis séduisent plusieurs grands couturiers. Leur élégance et leurs proportions attirent rapidement l'attention.
En 1938, Robert Piguet lui propose d'intégrer sa maison de couture. Pour Christian Dior, c'est une étape décisive. Il découvre enfin le fonctionnement de la haute couture. Chez Piguet, il apprend que créer une robe ne consiste pas seulement à dessiner, il faut comprendre les tissus, observer les mouvements du corps, imaginer les volumes, équilibrer les proportions. Chaque détail compte, chaque couture est pensée avec précision. Christian Dior est fasciné. Mais cette nouvelle carrière est interrompue par un événement qui va bouleverser le monde entier. En septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Comme beaucoup d'hommes français, Christian Dior est mobilisé. Il rejoint l'armée pendant plusieurs mois avant d'être démobilisé après la défaite française. Lorsque Paris est occupé, il retourne dans le monde de la mode. Il travaille alors pour Lucien Lelon, l'un des plus grands couturiers français de son époque. Pendant l'occupation allemande, plusieurs maisons de couture choisissent de continuer leur activité. À cette époque, les autorités allemandes souhaitent déplacer le centre de la haute couture française vers Berlin et contrôler ce savoir-faire reconnu dans le monde entier. Certains couturiers décident donc de rester à Paris afin de maintenir leur atelier ouvert et de préserver l'industrie de la mode française, tout en travaillant dans un contexte extrêmement complexe et difficile. C'est dans cet environnement que Christian Dior poursuit son apprentissage chez Lelon, où il perfectionne ses techniques et découvre les exigences de la haute couture. Pendant ces années, il perfectionne sa technique, il apprend à travailler rapidement, à diriger des ateliers, à comprendre les attentes des clients les plus exigeants. Sans le savoir, il se prépare à créer sa propre maison. Mais il lui manque encore une chose essentielle, une personne prête à croire en son talent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France se reconstruit. Les villes sont marquées par les destructions, l'économie peine à repartir et les habitudes ont changé. Pendant plusieurs années, les vêtements ont été fabriqués avec des quantités limitées de tissus. Les robes sont simples, les coupes sont droites et chaque centimètre de matière compte. Mais certains industriels pensent que le luxe français peut redevenir un symbole du pays. Parmi eux se trouve Marcel Boussac, l'un des hommes les plus riches de France. À la tête d'un immense groupe textile, il est convaincu que la haute couture française peut retrouver son prestige international. Au départ, Boussac souhaite simplement relancer une ancienne maison de couture, mais lorsqu'il rencontre Christian Dior, celui-ci lui répond qu'il ne veut pas faire revivre le passé. Il veut créer quelque chose de totalement nouveau. Cette ambition séduit l'industriel. Marcel Boussac décide alors de financer la création d'une toute nouvelle maison de couture. En décembre 1946, la maison Christian Dior ouvre officiellement ses portes au 30 avenue Montaigne à Paris. À l'époque, personne ne se doute que cette adresse deviendra l'une des plus célèbres de l'histoire de la mode. Dior rassemble autour de lui une équipe de première main, de modélistes, de brodeuses et de couturières parmi les plus talentueuses de France. Chaque robe est entièrement réalisée à la main, chaque détail est minutieusement travaillé, le moindre pli est étudié, la moindre couture est réfléchie. Christian Dior n'est pas un créateur qui élève la voix, mais il sait exactement ce qu'il veut. Il peut passer des heures à modifier quelques centimètres sur une jupe afin d'obtenir la silhouette parfaite. Pour lui, une robe n'est pas seulement un vêtement, c'est une véritable architecture. Quelques semaines seulement après l'ouverture de sa maison, Dior présente sa première collection. Nous sommes le 12 février 1947, les invités prennent place dans les salons de l'avenue Montaigne. Parmi eux se trouvent des journalistes venus du monde entier, des clientes fortunées et plusieurs personnalités du milieu de la mode. Lorsque les premiers mannequins apparaissent, le silence s'installe. Les silhouettes sont spectaculaires, les tailles sont incroyablement fines, les épaules sont douces et les hanches sont mises en valeur. Les jupes tombent jusqu'au mollet et utilisent parfois plus de 20 mètres de tissu. Après des années de privation, ces créations donnent l'impression que le luxe est de retour. Les journalistes comprennent immédiatement qu'ils assistent à un moment historique. À la fin du défilé, Carmel Snow, rédactrice en chef du magazine américain Harper's Bazaar, prononce une phrase qui fera le tour du monde « It's such a new look ». Sans le savoir, elle vient de baptiser la collection la plus célèbre de l'histoire de la mode. Le new look n'est pas seulement une nouvelle façon de s'habiller, c'est une nouvelle manière de voir la femme. Christian Dior veut retrouver une silhouette très féminine. Il imagine des tailles marquées, des bustes élégants, des épaules plus douces et des jupes généreuses qui rappellent les fleurs de son enfance. Cette silhouette devient immédiatement un phénomène international. Les clientes américaines traversent l'Atlantique pour commander leurs robes. Les magazines consacrent leur couverture à Christian Dior. Les grands magasins s'inspirent de ses créations. En quelques mois seulement, son nom devient connu dans le monde entier. Mais cette révolution ne plaît pas à tous. Certaines personnes applaudissent le retour du rêve, mais d'autres critiquent vivement cette nouvelle silhouette. Après les années de guerre, beaucoup considèrent qu'utiliser autant de tissu est une provocation.
Certaines femmes trouvent également que le retour des tailles très serrées représente une image trop traditionnelle de la féminité. Pour elles, les années de guerre avaient permis aux femmes de gagner en autonomie grâce à des vêtements plus pratiques. Le débat dépasse rapidement le monde de la mode, il devient un véritable débat de société. Christian Dior écoute les critiques mais reste fidèle à sa vision. Il explique que son objectif n'est pas d'emprisonner les femmes, il souhaite simplement leur rendre le goût du rêve après des années particulièrement difficiles. Et le public semble lui donner raison, les commandes affluent, les ateliers de travail sans relâche. Très vite, Christian Dior comprend que l'avenir d'une maison de couture ne repose pas uniquement sur les robes. Il développe alors une stratégie extrêmement moderne pour son époque, il lance des accessoires, des foulards, des gants, des bijoux, des chaussures et surtout des parfums. Quelques mois après son premier défilé, il présente Miss Dior. Mais derrière ce parfum se cache une histoire profondément bouleversante, celle de Catherine Dior, sa sœur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Catherine Dior rejoint la résistance française. En 1944, elle est arrêtée par la Gestapo. Elle est interrogée, torturée puis déportée dans un camp de concentration. Elle survivra à cette épreuve et reviendra en France après la libération. Christian Dior lui voue une immense admiration. En donnant son prénom à son premier parfum, il lui rend un hommage et célèbre son courage. Le parfum connaît un immense succès et contribue à faire connaître la maison Dior bien au-delà du monde de la couture. Très rapidement, Christian Dior devient aussi un homme d'affaires visionnaire. Il développe un système de licence. À l'époque, cette idée est presque révolutionnaire. Des entreprises étrangères obtiennent l'autorisation de fabriquer certains produits Dior tout en respectant les standards de la maison. Cette stratégie permet au nom Dior de s'étendre dans le monde entier. Aujourd'hui encore, de nombreuses maisons de luxe utilisent ce modèle. En 10 ans seulement, Christian Dior présente 22 collections. Chacune possède son propre thème. Il refuse de reproduire exactement la précédente, il veut constamment surprendre. Cette capacité à renouveler fait de lui l'un des couturiers les plus admirés de son époque. Mais le destin va brutalement interrompre cette ascension. En octobre 1957, Christian Dior séjourne en Italie pour se reposer. Le 24 octobre, il est victime d'une crise cardiaque, il meurt à seulement 52 ans. La nouvelle fait l'effet d'un choc, les journaux du monde entier lui rendent hommage. Beaucoup se demandent alors si la maison Dior pourra survivre sans son fondateur. Mais avant sa disparition, Christian Dior avait déjà rencontré celui qui allait reprendre son héritage. En 1955, un jeune homme de 19 ans entre dans la maison Dior, son nom est Yves Saint Laurent. Après avoir découvert ses croquis, Christian Dior remarque immédiatement son talent et décide de l'intégrer à son équipe en tant qu'assistant. Pendant 2 ans, Yves Saint Laurent travaille directement à ses côtés et apprend auprès de lui les secrets de la haute couture. La construction d'une silhouette, le travail des volumes, l'importance des détails et de la précision du savoir-faire. Christian Dior devient alors un véritable mentor pour ce jeune créateur qu'il considère comme quelqu'un de très prometteur. Lorsque Christian Dior décède, la maison doit trouver rapidement un successeur. Contre toute attente, la direction choisit Yves Saint Laurent, qui n'a alors que 21 ans. Ce choix est exceptionnel, jamais un créateur aussi jeune n'avait été placé à la tête d'une maison de haute couture aussi importante. Sa première collection pour Dior, présentée en 1958, rencontre un immense succès et prouve qu'il est capable de faire vivre l'héritage de son mentor tout en apportant sa propre vision. Quelques années plus tard, il quittera la maison Dior pour créer sa propre marque et deviendra lui aussi l'un des plus grands noms de l'histoire de la mode. Au fil des décennies, plusieurs directeurs artistiques prennent la tête de la maison. Marc Bohan apporte de la sobriété, Gianfranco Ferré développe une vision plus architecturale, John Galliano imagine des défilés spectaculaires qui marquent les années 1990 et 2000, Raf Simon apporte une esthétique plus minimaliste et contemporaine, Maria Grazia Chiuri devient la première femme à diriger la création de Dior et place les questions de féminité et d'émancipation au cœur de ses collections. Aujourd'hui, la direction artistique de la maison Dior est confiée à Jonathan Anderson, qui a pris la tête des collections en 2025. Son rôle est de faire dialoguer l'héritage imaginé par Christian Dior avec une vision plus contemporaine, tout en conservant les codes qui ont construit l'identité de la maison. L'héritage de Christian Dior dépasse largement les podiums. Il a contribué à redonner à Paris son statut de capitale mondiale de la mode après la Seconde Guerre mondiale. Il a montré que la haute couture pouvait être un véritable langage artistique et surtout, il a prouvé qu'un vêtement pouvait faire naître une émotion. Ce qui rend Christian Dior si fascinant, son œuvre ne se limite pas à de magnifiques robes, elle raconte une époque, ses rêves, ses contradictions et sa manière de voir la femme.
Voilà, c'était l'épisode de Fashion Decoder consacré à Christian Dior. J'espère que cette plongée dans son univers vous a permis de mieux comprendre pourquoi près de 80 ans après le Nuit Look, son nom continue d'être l'un des plus influents de la haute couture. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette série sur les grandes figures de la mode vous plaît, n'hésitez pas à revenir pour découvrir les prochains épisodes. On se retrouvera très bientôt pour découvrir l'histoire d'un autre créateur qui a lui aussi changé la mode à jamais, Yves Saint Laurent. A très vite pour un nouvel épisode. Bisous!